Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture. Aujourd'hui, parole de déconfiné. Christine Labourdette, comédienne et lectrice, nous lit la dernière page du roman d'Albert Camus, La Peste, celle où la ville d'Oran est libérée après l'épidémie. De même, nous allons à la découverte, dans l'Allier, d'une ville dédiée au street art. Il s'agit de Lurcy Lévis et nous allons découvrir, en parcourant cette friche industrielle, ce lieu de résidence pour les street artistes. Nous pouvons y découvrir des 90 fresques murales, autant ou plus à l'intérieur de l'hôtel ou des chambres, et j'ai pu interviewer le portraitiste Ted Nomade, ainsi que le fondateur Gilles Iniesta. Christine Labourdette, bonjour. Bonjour. Alors, pendant le confinement, et peut-être aussi le déconfinement, vous avez lu, et plutôt relu, je crois, La Peste de Camus. Oui. Alors oui. Effectivement, je crois que ce texte était tout à fait approprié à la période que nous venons de vivre. Et vous voulez bien nous lire le dénouement du roman, s'il vous plaît ? Avec plaisir. Rieux montait déjà l'escalier. Le grand ciel froid scintillait au-dessus des maisons, et près des collines, les étoiles durcissaient comme des silex. Cette nuit n'était pas si différente de celle où Tarou et lui étaient venus sur cette terrasse pour oublier la peste. La mer était plus bruyante qu'alors au pied des falaises. L'air était immobile et léger, délesté des souffles salés qu'apportait le vent tiède de l'automne. La rumeur de la ville, cependant, battait toujours le pied des terrasses avec un bruit de vagues. Mais cette nuit était celle de la délivrance, et non de la révolte. Au loin, un noir rougeoiement indiquait l'emplacement des boulevards et des places illuminées. Dans la nuit maintenant libérée, le désir devenait sans entrave, et c'était son grondement qui parvenait jusqu'à Rieux. Du port obscur montèrent les premières fusées des réjouissances officielles. La ville les salua par une longue et sourde exclamation. Cottard, Tarou, ceux et celles que Rieux avait aimés et perdus, tous, morts ou coupables, étaient oubliés. Le vieux avait raison, les hommes étaient toujours les mêmes. Mais c'était leur force et leur innocence. Et c'est ici que par-dessus toute douleur, Rieux sentait qu'il les rejoignait. Au milieu des cris qui redoublaient de force et de durée, qui se répercutaient longuement jusqu'au pied de la terrasse, à mesure que les gerbes multicolores s'élevaient plus nombreuses dans le ciel, le docteur Rieux décida alors de rédiger le récit qui s'achève ici, pour ne pas être de ceux qui se taisent, pour témoigner en faveur de ces pestiférés, pour laisser du moins un souvenir de l'injustice et de la violence qui leur avait été faite, et pour dire simplement ce qu'on apprend au milieu des fléaux, qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Nomade, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes street artist. Exactement. Et nous sommes à Lurcy, qui a la particularité dans l'Allier d'être une cité où les artistes peuvent être en résidence. Exactement. Et créer. Exactement. Tous les bâtiments sont à disposition pour faire du street art. Exactement, vous avez tout dit. Oui. Alors, racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Comment vous avez connu d'abord ce lieu ? Moi, j'ai connu ce lieu avant l'ouverture au public. J'ai rencontré Gilles et Sylvie, les propriétaires du lieu, lors d'un événement pour les championnats du monde de moto à Manicourt, où on était plusieurs graffeurs qui étaient invités à peindre. Et donc avec des graffeurs qui venaient de Street Art City. Et puis on a accroché tout de suite avec Gilles et Sylvie et c'est devenu presque une deuxième famille depuis, quoi.
Donc, Alors, avant de créer dans ce lieu, on va dire, autorisé, spécifique, dédié, on va dire, street art, vous travaillez où d'habitude ? Moi, ça faisait déjà quelques années que je vivais déjà de mon art. Donc je travaillais en France, à l'étranger, à droite à gauche, là où on m'appelle. Donc ça peut être pour des mairies, ça peut être pour des écoles, ça peut être pour des particuliers. Il n'y a pas de règle en fait. Voilà. Et votre inspiration, alors là, à l'entrée du lieu, on trouve un chien, d'ailleurs, qui est, paraît-il, la mascotte de la résidence. Et ce chien est habillé, donc ça fait très BD, j'ai trouvé. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est un peu un écart dans mon travail habituel. Moi, je travaille vraiment sur l'humain d'habitude. Et l'humain, les émotions, etc. Et du coup, là, de faire un portrait animalier, j'avais envie de l'humaniser un peu. Et puis d'en faire. En plus, comme il est à l'entrée, c'est un peu une référence un peu. Il est presque habillé un peu en bad boy, quoi. C'est ça. Voilà, en b-boy, quoi. Effectivement. Oui, mais on dit il a une bonne tête. Voilà. Oui. Vous êtes resté combien de jours en résidence ? Alors cette fois-ci, en fait, j'étais pas vraiment en résidence. Cette fois-ci, en fait, je suis venu parce que je faisais une fresque à Montluçon. Oui. Et donc, du coup, c'était mon point de chute ici toute la semaine, là. Mais sinon, ça fait 4 ans que je viens tout à fait régulièrement. Mais oui, Mâcon, c'est pas très loin. Non, c'est à 2h30. 2h30, voilà. Oui, c'est ça. Et alors, est-ce que, par rapport à votre travail habituel, est-ce que ça change ? Est-ce que, je sais pas moi, les espaces, le fait d'être entouré d'artistes vous-même, qu'est-ce qui change ? Déjà, c'est évident qu'être entouré d'artistes, etc., et de se rencontrer les uns les autres, etc., ça crée une émulation forte, quoi. Ça, c'est une évidence. Et puis, il y a surtout, moi, c'est pas tant le lieu, c'est plus ce que sont Gilles et Sylvie, et le fait qu'ils nous mettent dans une bulle de confort pour créer, et qui fait qu'on a toujours envie d'aller de plus en plus loin et qu'on n'a aucune limite par rapport à une galerie ou par rapport avec tous les gens avec qui j'ai bossé habituellement, où c'était beaucoup plus étriqué, on va dire, quoi. Ah oui. Et du coup, vous avez eu l'occasion de vous dépasser vous-même ? Complètement. C'est ce que vous dites ? Ouais. Complètement. Surtout sur les expos personnelles, où vraiment toutes les expos que j'avais fait avant. En fait, plus le temps avançait, plus j'avais l'impression de juste mettre mes toiles au mur. Et que ici, vraiment, j'essaie de créer un concept, d'aller dans la globalité de la chose, d'aller de plus en plus loin, au plus profond de moi-même, et tout ça, quoi. Ah oui, c'est intéressant à entendre. Oui. Et est-ce que les peintures sont protégées, là ? Non, parce que le but, c'est que ça soit éphémère aussi, ici. Donc, c'est éphémère aussi. Régulièrement recouvertes par d'autres artistes, etc. Oui, entendu. Oui, d'accord. Écoutez, merci beaucoup, Nomade. On a été très heureux de vous rencontrer. Avec grand plaisir. Merci. Gilles Iniesta, bonjour.
Bonjour. Alors, vous êtes président d'une association qui s'appelle Street Art City. Alors, c'est un lieu un petit peu particulier, situé à Lurcy, dans l'Allier. Et vous êtes à l'origine de ce projet. Est-ce que vous pourriez nous en parler de ce lieu et de cette idée tout à fait intéressante de créer un lieu dédié au street art? Alors oui, tout à fait, je vais vous expliquer. Donc nous sommes sur le site de l'ancien centre de formation de France Télécom, qui avait été inauguré en 1982 et complètement abandonné depuis 1992. C'était une friche. C'était une friche. Nous l'avons racheté, nous, à titre privé, Sylvie et moi, en 2003. Et il était vraiment sous les broussailles. C'était complètement abandonné. Et on a réfléchi à trouver une destination pour cet ensemble de bâtiments sur 10 hectares de terrain, 7000 m² de bâtiments. C'est immense. C'est immense, effectivement. Et on n'arrivait pas à trouver une destination parce que situé en pleine campagne bourbonnaise, dans le centre de la France, tout le monde nous critiquait en disant mais qu'est-ce que tu vas faire de ça, il faut y faire démolir, ça, qu'est-ce que tu vas faire ici? Bien sûr, si on était à Paris, tu pourrais faire quelque chose, mais ici c'est comme si c'était en France, il n'y a qu'à Paris qu'on peut faire quelque chose. Oui. Et en fait, on cherchait une destination. Et puis le 22 janvier 2015, donc longtemps après, le 22 janvier 2015, à 17h05 précise, et je vais vous dire pourquoi à 17h05 précise, on s'en souvient encore, le 22 janvier 2015, Sylvie, en se promenant sur le site avec notre petit chien, Bijou, a eu un flash, elle a eu une vision, un flash, elle a vu les bâtiments en couleur, et d'un seul coup, elle a pensé... Ah oui, c'est ça, je sais pas comment ça s'appelle, du tag, du graphe, mais c'est ça que je veux qu'on fasse, parce qu'en fait, on ne vient pas du tout de ce milieu-là. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle, du tag, du graphe, mais oui, c'est ça, peindre les murs comme on voit dans les grandes villes. Et elle est rentrée à la maison, elle a pris l'ordinateur, et sur un moteur de recherche, elle a tapé graffiti. Bien sûr. Et là, immédiatement, tout à fait. Tout s'est enchaîné, oui, quoi. Oui. Et moi, ce jour-là, j'étais à Vichy, j'animais, c'est amusant, ouais. J'étais à Vichy, j'animais une conférence avec des chefs d'entreprise sur un sujet qui n'avait rien à voir avec ça l'art. Ça veut dire que vous n'étiez pas dans l'art? Ah, du tout. On ne vient pas du tout du milieu de l'art. Moi, je viens du monde de l'entreprise, recrutement, direction commerciale, direction d'équipe commerciale dans les grosses entreprises, dans l'édition, dans le vin, etc. Mais rien du tout de l'art. D'accord. Et j'étais à Vichy, j'animais une conférence et mon téléphone a vibré dans ma poche et j'ai regardé discrètement pendant ma conférence et c'était Sylvie qui me mettait un message, elle me mettait un SMS, elle me mettait « Rentre, j'ai trouvé ce qu'on va faire ». Oui. Et je suis rentré et nous avons passé 9 jours sur Internet à regarder tout ce qui s'était fait dans le monde en matière de street art. Et on a très vite compris que c'était toujours soit des projets éphémères, sur des friches industrielles, sur des sites avant démolition, avant réhabilitation, bien sûr, soit des projets institutionnels. Une ville, le 13e arrondissement de Paris par exemple, qui organise un circuit artistico-touristique à l'intérieur de l'arrondissement, ou alors des festivals, des choses ponctuelles organisées par une ville, par un collectif, etc. Mais on a compris qu'il n'existait pas de résidence dédiée aux street artistes. Oui. Il y a des résidences pour le théâtre, pour la musique, pour la danse, pour tout ce que vous voulez. Oui. Il n'y avait pas de résidence pour le street art. Alors c'était logique. Oui, nous, comme on ne venait pas de ce milieu-là, on n'a Oui. pas compris tout de suite que c'était logique qu'il n'y ait pas de résidence, puisque c'est un art vandale, illégal au départ, tout à fait. Et éphémère. Donc effectivement, c'était pas nécessaire. Et urbain. C'était même tout à fait paradoxal d'avoir l'idée de mettre du street art, non seulement en pleine campagne, mais dans un lieu fermé. Oui, mais c'était pas mettre du street art. L'idée, rapidement, quand on a compris qu'il n'existait pas de résidence pour ces artistes, là, on s'est dit, il n'y en a pas ailleurs dans le monde, et ben on va en faire une, et on va la faire ici, puisqu'on est propriétaire de nos bâtiments. Et en fait, à aucun moment on s'est posé la question de savoir si ça pouvait marcher, ne pas marcher, etc. Pourquoi ? Parce que on n'était pas du tout conscient du fait que ça allait intéresser le public. Nous, on a fait, le 22 janvier 2015, quand Sylvie a eu cette idée, on a décidé dans les jours, les semaines qui ont suivi, de faire un premier mur par des artistes de la région. On a fait faire un premier mur pour comprendre comment travaillent les artistes, mais on n'était pas du tout conscient que ça allait intéresser le public. Nous, on faisait quelque chose pour les artistes. Et d'ailleurs, en 2016, on a accueilli 51 artistes de 11 nationalités différentes, mais on n'a pas ouvert au public. C'est magnifique. Et c'est persécuté par des voitures au portail en permanence, par des coups de téléphone, par des SMS, etc., etc., ou par, je me rappellerai toute ma vie, le président du comité départemental de tourisme, avec lequel j'avais l'occasion de faire des réunions, parce qu'il était aussi président du comité d'expansion économique, donc ma position de conférencier dans le domaine commercial, etc., faisait qu'on s'était côtoyés. Et un jour,
il me dit, mais Gilles, mais c'est criminel ce que tu fais, d'aussi belles fresques et de ne pas les montrer au public. Parce qu'il avait une double casquette, lui, il avait la casquette touristique aussi. Et je lui ai dit, mais oui, d'accord Bernard, mais comment on va faire? Comment on peut ouvrir au public? Et donc on s'est organisé pour ouvrir au public. Et on a ouvert au public pour la première fois le 28 avril 2017, d'accord? Et immédiatement, ça a été l'envolée. Immédiatement. On a eu du public immédiatement. Alors, on a eu beaucoup de télévision. On est passé sur toutes les télévisions françaises, TF1, France 2, France 3, M6, D8, BFM, tout ce que vous voulez. Beaucoup de radios, énormément de radios, mais des télés étrangères, européennes aussi. Et on est même passé au journal télévisé au Vietnam et en Australie. Ça vous dit? Parce que comme on est unique au monde, c'est ça ça, mais je crois qu'on a dit de vous que vous étiez la Villa Médicis des street artistes. Ben exactement, ça a été dit, ça a été repris par la presse, et effectivement, c'est le principe. C'est-à-dire que les artistes envoient leur candidature. Donc si vous voulez, tout ce qui est à voir aujourd'hui, à l'heure où on parle, est l'œuvre de 319 artistes de 61 pays différents. D'accord? Mais nous avons en liste d'attente plus de 900 artistes du monde entier, de partout dans le monde. Et quand je dis partout dans le monde, c'est aussi bien la Corée, alors la Corée du Sud pour l'instant, mais la Corée, que l'Afrique, que la Chine, que le Japon, que toute l'Europe, que l'Australie, la Californie, enfin tout ce que vous voulez, partout, la Nouvelle-Zélande, partout. On a des artistes qui envoient leur candidature en permanence et qui veulent absolument passer à Street Art City parce que effectivement, on est unique et qu'aujourd'hui, on a pris c'est pas prétentieux du tout, c'est juste le constat, une telle notoriété qui fait que les artistes savent qu'en passant à Street Art City, ils vont pouvoir acquérir une certaine visibilité, une certaine notoriété. Bien sûr. Et puis aussi peut-être se rencontrer, peut-être aussi vendre, puisque j'ai vu qu'à l'extérieur, il y a des expositions avec des toiles. Voilà. Alors effectivement, je reviens sur l'idée, enfin l'image de Villa Médicis. Donc les artistes envoient leur candidature, ils sont sélectionnés exclusivement sur les qualités artistiques, c'est-à-dire qu'à aucun moment on cherche ou on a cherché... Là vous avez un directeur artistique? Alors c'est Sylvie qui assure la direction artistique, effectivement. Elle était formée en histoire de l'art? Pas du tout. Alors elle suit quoi? Elle suit son intuition, absolument, son c'est goût, ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est que la sélection des artistes est faite à l'aveugle. C'est-à-dire que l'artiste envoie un dossier avec les photos des murs qu'il a réalisés au Havre, à Londres, à n'importe où ailleurs. Il envoie son dossier avec ses photos. Et là, le webmaster sélectionne les photos, sépare les photos du dossier et élimine toute trace de reconnaissance des artistes. C'est-à-dire, s'il y a une signature, il floute la signature, etc. De façon à ce qu'on ne puisse agir que exclusivement sur les qualités artistiques. C'est ce que vous dites à propos des qualités artistiques à l'aveugle. Uniquement sur les critères artistiques. Une fois qu'on a noté les dossiers, le webmaster nous recolle les morceaux, mais c'est trop tard, on a déjà noté les dossiers, donc on ne va pas revenir en arrière. Entendu. Donc à ce moment-là, on sait qu'on a mis 18 sur 20 à un artiste grec ou à une fille, etc. Voilà. Et à partir de là, on envoie à l'artiste un dossier et avec les photos des murs à recouvrir ou à faire, les murs encore vierges, les dimensions des murs, et c'est l'artiste qui choisit son mur. Entendu. Et alors, les artistes restent combien de temps? Alors, l'artiste choisit son mur, donc en fait, c'est lui qui détermine la durée de sa résidence. S'il a une technique très très fine qui lui demande beaucoup de temps et que il doit rester, je dis n'importe quoi, 3 semaines, il va rester 3 semaines. S'il est plus rapide et qu'il doit rester 2 semaines, il va rester 2 semaines. La moyenne, enfin pas la moyenne, la fourchette, c'est entre 2 et 8 semaines de résidence. Durant lesquelles les artistes sont complètement pris en charge, nourris, logés, blanchis, et on leur fournit l'ensemble du matériel dont ils ont besoin. J'ai coutume de dire, ça fait sourire souvent, mais que l'artiste arrive avec ses vêtements et son talent. Entendu. Est-ce que vous avez des subventions? 0 subvention. On n'a absolument pas été aidé, ni par le département, ni par la région, ni par l'État, ni par le ministère de la Culture, ni par personne. C'est un investissement personnel au départ. On a mis beaucoup d'argent parce que les bombes de peinture, ça coûte très cher. Nourrir, loger, blanchir et fournir tout le matériel à une 60aine d'artistes chaque année, eh bien, ça a un vrai coût. On a du personnel. Cette année, on a 8 salariés. L'an dernier, comme on avait la restauration en plus, qu'on n'a pas pu reprendre cette année en raison de la crise sanitaire, on avait 14 salariés. Donc voilà, tout ça a un coût. Mais ça n'a été financé que sur de l'argent personnel. Et aujourd'hui, depuis 2017, l'engouement du public, la contribution du public fait qu'on est très serein sur l'avenir de Street Art City au niveau matériel ou financier. Mais on a eu 0 subvention. Oui, parce que le lieu est effectivement donc dans la campagne, fermé
est payant. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, tout ce qui va contre le street art, Oui, entre sauf parenthèses. que- oui, bien sûr, mais vous avez complètement raison. Mais c'est justement là que réside comment dire, peut-être le secret. C'est que, à la campagne, en plein cœur du Bourbonnais, en pleine nature, mais finalement c'est une espèce de micro-ville au milieu de la campagne. C'est pas faux. Puisqu'en fait, on parle d'art urbain. L'art urbain, c'est quoi? C'est de l'art dans un milieu urbain, oui. Mais c'est de la peinture sur quoi? Sur des murs en béton. Oui, on est d'accord. Quelle différence y a-t-il entre un mur en béton à Paris, au Havre ou à Street Art City? Il n'y en a pas. C'est toujours un mur en béton. Donc de ce côté-là, on est bien raccord Si, avec... il y a quand même une différence que je vois, c'est que souvent on a dit que le street art c'était une sorte de démocratisation, on va dire, de mise à disposition des œuvres d'art pour le grand public. Mais ici, le public doit payer alors 12 €, je crois, ou quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est pas tout à fait Mais, oui. accessible à tous. Alors, il y a aussi la version que le street art dans les rues des villes est agressif et que les gens se sentent forcés de voir. Ah, quelquefois. Voilà, Oui, quelquefois. on dit ça. Donc oui. voilà. Donc nous, comment dire, ça n'a jamais été un obstacle, le fait de faire payer l'entrée, puisque les gens qui viennent ici, et on a des gens qui viennent de la France entière, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Suisse, on a énormément de Suisses qui viennent, qui sont tout à fait d'accord, enfin, ok pour payer une entrée et pour pouvoir venir admirer une telle concentration d'œuvres. Parce que il faut savoir que la visite de Street Art City aujourd'hui ne peut pas se faire en moins de 3h30, 4 heures. Oui, D'accord. oui. Il faut savoir que on a beaucoup de visiteurs qui viennent d'un peu partout en France, qui font la visite sur 2 jours. On a développé autour de nous tout un réseau de chambres d'hôtes et de gîtes ruraux, parce que les gens ont besoin de dormir. Je veux dire, si vous êtes parti du Havre ce matin pour arriver visiter Street Art City, vous êtes arrivé ici vers 11h ou midi, vous avez fait la visite, ce soir, c'est impossible que vous puissiez refaire le voyage retour. C'est-à-dire, ce que vous me dites, c'est que là, par exemple, les spectateurs, les regardeurs se posent devant une œuvre et peuvent la regarder longuement dans l'après-midi ou dans il y a la une journée. centaine d'œuvres. Voilà, il y a une Il y a centaine une centaine de murs, de grandes fresques murales à l'extérieur, plus les espaces intérieurs, ateliers d'artistes, les expositions. Vous parliez tout à l'heure, et je vais y revenir, sur le travail sur toile. Et effectivement, on expose énormément d'œuvres d'art. On a à peu près un volant, grosso modo, entre 4 et 450 œuvres sur toile qui sont en permanence présentées ici. On vend beaucoup, donc ça tourne en permanence. Et en fait, c'est la vocation, la vocation de Street Art City est vraiment de permettre à des artistes peu ou pas connus, que le monde des galeries en général boude parce que leur nom n'est pas assez porteur. Nous, notre vocation, c'est de les mettre en lumière, de leur permettre, par le nombreux public qui passe, par la très très nombreuse couverture médiatique de toutes les télévisions, de tout ce dont j'ai parlé, et radio également, par la très nombreuse couverture médiatique, très importante couverture médiatique, eh bien, la mise en lumière de leur travail. Et donc, pour vivre de son talent, un artiste qui vient du street art, qui vient du graffiti, qu'est-ce qu'il a comme option? Soit il trouve des murs rémunérés, certaines villes qui dédient un budget, qui votent un budget pour faire peindre tel ou tel mur, mais on a encore, nous, ici, beaucoup d'élus, de maires qui passent. J'étais il y a encore quelques jours avec un maire qui me disait, mais je comprends pas, vous me dites que ça va être payant pour faire sur le mur de la MJC, alors que quand ils payent quand ils payent dans la rue en vandale, nous on a des tags chez nous, et c'est pas payé. Je dis, attendez monsieur le maire, ne mélangez pas les choses. Ne mélangez pas les choses. Si vous avez votre propre vigne, vous pouvez faire votre propre vin et boire votre raisin, vous n'allez pas payer votre vin, d'accord? Mais si vous allez dans un vignoble acheter du vin au vigneron, vous allez bien le payer, ce vin. C'est la même chose. Et donc... Alors apparemment, si on interviewe des artistes qui ont été ou qui reviennent encore en résidence, ils parlent beaucoup du confort qu'ils ont à travailler ici. Alors, effectivement, le fait de les placer dans cette bulle, puisque en fait l'artiste arrive, comme je disais tout à l'heure, avec ses vêtements et son talent, au-delà tout le matériel nécessaire à son œuvre, à son art, lui est mis à disposition. Mais tout, quand je dis tout, c'est tout. L'an dernier, on a eu un artiste, Sébastien Wacknin, qui venait de Londres, qui peint à la barre graphite, et il utilise une barre graphite très particulière qu'il ne trouve qu'à Londres. Et moi, j'ai essayé de chercher sur Internet
de la barre graphite. J'en ai commandé, alors à droite, à gauche, les quelques marques que je ne vais pas citer de magasins de fournitures artistiques et culturelles. Et en fait, à chaque fois, ça ne lui convenait pas. Et finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a donné l'adresse de l'endroit à Londres où il achète ses barres graphites, et j'ai commandé directement les barres graphites qui sont Alors arrivées de Londres. ça c'est le confort matériel. Voilà. Mais il y a peut-être aussi un confort psychologique ou je sais pas. Bien sûr. Ou est-ce que du coup est-ce que ça pourrait être trop de confort pour la création, vous voyez? Parce que quand ils sont, surtout dans les débuts, hein, je parle d'un temps peut-être ancien, où c'était une sorte de danger, quoi, comme c'était illégal. Alors peut-être c'était plus oui, il y avait une certaine dynamisant. adrénaline. Oui, voilà, c'est ça. Qui était du fait du danger, du fait de la peur de la police. Oui. Voilà, ça c'est certain. Mais aujourd'hui, tous les artistes qui sont passés là, tous 100%, disent que pour eux, il y a un avant et un après Street Art City. C'est ça, c'est ça. Parce que, justement, le fait de les placer dans cette bulle de confort, de ne pas avoir de pression, leur permet de peaufiner, d'affiner beaucoup plus leur travail. C'est ça. Vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose de très important. Ensuite, des artistes qui payent donc sur mur et qui veulent vivre de leur talent peuvent, ici en résidence, en atelier, passer sur la toile et peuvent s'exprimer de manière très créative, artistique et plus pointue sur toile pour pouvoir être exposé et ensuite pour pouvoir vendre. D'accord. Est-ce que par hasard vous faites des ateliers avec des artistes et des scolaires par exemple? Alors, des enfants? Non, pas d'atelier, mais par contre, on reçoit énormément de scolaires. D'ailleurs, il n'y a pas de secret, s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, on devait recevoir un lycée du Havre cette année, en avril, qui devait venir. C'est assez amusant. Le Havre, Sedan, Quimper, enfin bref, on a des établissements scolaires qui viennent de toute la France. Et en fait, on ne fait pas d'atelier sur place parce que nous, on ne veut pas, avec Sylvie, donner à des élèves, ou même à des moins jeunes, parce qu'on a aussi des dames qui font partie de clubs de peinture et qui voudraient s'essayer à la bombe, et qui nous demandent régulièrement. Et en fait, je dis non pour l'instant, parce que si on fait quelque chose à Street Art City, compte tenu, mais encore une fois, c'est pas prétentieux, c'est juste fixé sur un objectif. Si on donne des cours un jour ici à Street Art City, ce seront des masterclass donnés par des artistes. Or, quand on a un artiste qui est sélectionné, qui vient de Chine, du Japon, d'Afrique, de Nouvelle-Zélande ou d'ailleurs, de Grèce, et qui vient pour 8 jours, 15 jours, 3 semaines de résidence ici, il est déjà concentré sur l'œuvre qu'il va devoir réaliser. Bien sûr. Et c'est compliqué de le planifier pour une semaine de masterclass donnée à des élèves, etc. Par contre, on est très 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 sollicité par des établissements scolaires ou par des IME ou par des centres culturels, etc., un peu partout en France, pour faire animer des ateliers par des artistes dans les établissements. Et là, c'est différent. Et par exemple, vous avez pu interviewer Ted Nomade. Eh bien, Ted Nomade, ces 3 derniers jours qui viennent de passer, a réalisé dans un IME à Montluçon une très très belle fresque, un très très beau mur, en atelier avec les jeunes pensionnaires de l'IME. Voilà. Eh bien écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Mais Gilles, je vous remercie beaucoup parce que c'était une très très agréable et enrichissante visite, bien sûr. Et tout ce que vous nous avez raconté a complété notre émerveillement, disons-le. Merci beaucoup. Merci et à bientôt alors. Merci.
Viva Culture, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Et merci à Mathieu pour la réalisation.